Si vous pensez que l'accouchement humain est déjà extrême, ce qui se passe dans la nature dépasse toutes les limites. On parle de petits qui naissent avec des dents, de chutes de plus d'1 mètre dès la première seconde de vie, de corps minuscules forcés à accomplir l'impossible, de gestations qui durent presque 2 ans et même de compétitions mortelles au moment même de la naissance. Ici, donner la vie n'est pas délicat, c'est la survie à l'état brut. Aujourd'hui, vous allez découvrir les accouchements les plus choquants du règne animal, des stratégies si extrêmes qu'elles semblent cruelles, mais qui existent pour une seule raison, assurer la continuité de la vie. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier cas est tout simplement incroyable. Si vous aimez le côté le plus intense et surprenant de la nature, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, la nature n'est jamais romantisée. Et préparez-vous, parce que le premier animal de cette liste a transformé son propre corps en l'un des accouchements les plus risqués de la planète. Commençons. S'il existait un prix pour l'accouchement le plus impitoyable du règne animal, la hyène tachetée serait probablement en tête de liste. Et non, ce n'est pas une exagération dramatique. Chez la hyène tachetée, la nature a pris une décision évolutive qui semble presque sadique. Les femelles possèdent une structure anatomique unique au monde, un pseudo-pénis, scientifiquement appelé clitoris hypertrophié. Il est long, étroit, rigide et totalement traversé par un canal minuscule. Et devinez quoi? C'est par là que tout passe, l'accouplement et l'accouchement. Imaginez maintenant la scène. Le petit naît déjà grand, avec des dents formées, les yeux ouverts, un corps robuste, prêt à mordre et à se battre quelques minutes après sa naissance. Ce nouveau-né doit traverser un canal de plusieurs centimètres de long, extrêmement étroit, peu flexible, qui n'a clairement pas été conçu pour laisser passer un corps de cette taille. Résultat, le premier accouchement est souvent un véritable cauchemar biologique. Les statistiques sont brutales. Une proportion importante de femelles meurent lors de la première mise bas. Ruptures internes, hémorragie sévère, déchirures profondes, infections. Et même lorsque la mère survit, le petit n'y parvient pas toujours. Beaucoup meurent étouffés pendant le passage. Mais le plus dérangeant ne s'arrête pas là. Lorsque 2 petits naissent, ce qui est fréquent, ils peuvent commencer à se battre presque immédiatement. Oui, à quelques minutes de vie. Les dents sont déjà fonctionnelles, la force est réelle et le premier combat pour la domination commence parfois dans le terrier même. Dans certains cas, un des petits tue son propre frère ou sa sœur. Pourquoi une telle brutalité? Parce que chez les hyènes, la hiérarchie est tout. La dominance détermine l'accès à la nourriture et les femelles dominent les mâles. Cette structure sociale extrême est liée aux niveaux élevés de testostérone chez les femelles pendant la gestation. Cette hormone contribue à leur agressivité, mais aussi à la formation de cette anatomie si particulière. Autrement dit, la même adaptation qui leur donne le pouvoir social rend leur accouchement extraordinairement dangereux. Après le premier accouchement, le canal peut se déchirer et s'élargir légèrement, rendant les suivants un peu moins risqués. Mais moins risqué ne signifie pas facile. Chaque naissance reste une épreuve longue, douloureuse et risquée. Et tout cela se passe dans un environnement hostile, où la mère, encore affaiblie, doit immédiatement protéger ses petits contre les prédateurs et contre d'autres hyènes. Chez la hyène, donner la vie n'est pas seulement douloureux, c'est une survie dans la survie. Et pourtant, l'espèce prospère. La nature n'est pas tendre, elle est efficace. Mais si vous pensiez que c'était extrême, attendez de voir ce qu'un petit oiseau de Nouvelle-Zélande est capable d'imposer à son propre corps. Après la violence anatomique de la hyène, on pourrait croire que la nature va se calmer un peu. Erreur. Parce que ce qui arrive au kiwi n'est pas violent au sens classique du terme, c'est pire. C'est mathématiquement absurde. Voici le kiwi, un oiseau discret, nocturne, incapable de voler, à peine plus gros qu'une poule. Rien, absolument rien dans son apparence ne laisse présager ce qu'il est capable de produire. Et pourtant, la femelle kiwi pond l'un des plus grands œufs proportionnellement à son corps de tout le règne animal. Pas seulement des oiseaux, de tout le règne animal. Son œuf peut représenter jusqu'à 20 à 25% de son poids corporel. Pour que vous compreniez l'ampleur de cette démesure, ce serait comme si une femme humaine donnait naissance à un bébé de 15 kg.
Et le plus incroyable, elle ne le porte pas quelques jours. Elle le développe pendant des semaines. À mesure que l'œuf grandit, il envahit littéralement la cavité abdominale. Les organes sont comprimés, l'estomac terre de l'espace. La capacité respiratoire diminue. Certaines femelles arrêtent presque totalement de s'alimenter avant la ponte, parce que leur système digestif n'a physiquement plus la place de fonctionner normalement. Le corps entre en mode survie, mais le moment le plus critique reste la ponte. L'œuf n'est pas seulement énorme, il est dense, solide et recouvert d'une coquille épaisse. Pour l'expulser, la cloaque doit se distendre à un niveau extrême. Les contractions sont longues, éprouvantes, énergétiquement coûteuses. Il n'y a pas de chute libre comme chez la girafe, pas de dents comme chez la hyène. Mais il y a une pression interne lente et écrasante qui pousse le corps à sa limite biomécanique. Et une fois l'œuf pondu, on pourrait croire que la femelle va enfin se reposer. C'est là que l'ironie biologique intervient. Dans de nombreuses espèces de kiwis, c'est le mâle qui assure la majorité de l'incubation. Oui. Après avoir porté un œuf gigantesque pendant des semaines, comprimé ses organes et risqué l'épuisement total, la femelle laisse le mâle couver pendant près de 70 à 80 jours. Pourquoi une telle stratégie évolutive? Parce que l'œuf contient déjà un embryon extrêmement développé, le poussin naît presque entièrement formé avec des réserves de nutriments importantes. Il est capable de se déplacer rapidement après l'éclosion. La nature a choisi la qualité extrême plutôt que la quantité. Un investissement colossal, un risque énorme, mais un petit hautement autonome. Chez le kiwi, la douleur n'est pas explosive. Elle est lente, progressive, oppressante. C'est un corps minuscule obligé d'accomplir quelque chose de disproportionné. Et si vous pensez que c'est le sommet de l'absurde, attendez de voir comment un animal couvert de piquants parvient à donner naissance sans se transformer en scène d'horreur interne. Imaginez un animal recouvert de centaines de piquants rigides, tranchants, capables de transpercer la peau d'un prédateur. Maintenant, imaginez-le en train d'accoucher. Logiquement, cela devrait être une catastrophe interne, une scène insoutenable, un cauchemar biologique. Et pourtant, le porc-épic déjoue complètement cette logique. Car oui, les petits naissent déjà couverts de piquants. Mais voici le détail fascinant. Au moment de la naissance, ces piquants ne sont pas encore des armes. Ils sont mous, flexibles, plaqués contre le corps, enveloppés dans une membrane humide qui les maintient compressés. La nature a prévu un délai, une fenêtre de sécurité. Mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas que l'accouchement est simple. Même assouplis, les piquants représentent un volume supplémentaire, une texture irrégulière, une complexité mécanique que le corps de la mère doit gérer. Le petit porc-épic naît relativement développé, yeux ouverts, mobilité rapide, corps robuste. Ce n'est pas une petite masse fragile, c'est déjà un organisme structuré. L'expulsion exige une dilatation importante, des contractions soutenues, un effort musculaire intense. Et la marge d'erreur est faible. Toute complication peut provoquer des lésions internes, des déchirures, des infections. Mais voici le moment le plus impressionnant. Quelques heures après la naissance, les piquants commencent à durcir. La membrane sèche, les fibres kératiniques se rigidifient et ce qui était doux devient progressivement une armure défensive complète. Autrement dit, le chronomètre commence dès la sortie. La mère doit gérer l'accouchement, récupérer, nettoyer son petit avant que celui-ci ne devienne littéralement couvert d'aiguilles solides. Pourquoi une telle stratégie? Parce que dans la nature, la vulnérabilité doit être minimisée. Un porc-épic nouveau-né ne peut pas se permettre des jours d'exposition sans défense. Les prédateurs ne donnent pas de délai d'adaptation. La nature a donc choisi une solution intermédiaire, un système d'armement différé. Temporairement sécurisé pour la mère, rapidement opérationnel pour le petit. C'est un équilibre d'une précision remarquable. Mais physiquement, pour la femelle, cela reste une épreuve, parce que ce que nous allons voir maintenant pousse encore plus loin le concept de proportion impossible. Un reptile qui ne pond pas d'œufs et qui choisit encore une stratégie encore plus extrême. Après les piquants temporaires du porc-épic, on pourrait croire que la nature a déjà exploré toutes les formes possibles d'extrême. Mais certains reptiles ont décidé d'aller encore plus loin. Voici le 5 à langue bleue. Un lézard robuste, massif, à l'apparence presque tranquille. Rien dans son comportement ne suggère une stratégie reproductive radicale. Et pourtant,
Contrairement à la majorité des reptiles, il ne pond pas d'œufs. Il est vivipare. Cela signifie que les petits se développent entièrement à l'intérieur du corps de la mère, nourris par un système placentaire primitif. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais voici le problème. Les petits ne naissent pas petits. Ils naissent énormes. Une femelle peut donner naissance à 5, 10, parfois plus de 15. La mobilité diminue. Les organes sont comprimés. La respiration devient plus difficile. La vulnérabilité augmente. Contrairement aux mammifères sociaux, il n'y a pas de groupe protecteur. Une femelle gestante est plus lente, donc plus exposée aux prédateurs. Mais le moment critique reste l'accouchement. Chaque petit naît déjà entièrement formé. Peau épaisse, écailles rigides, corps dense et musclé. Il n'y a pas de structure molle protectrice. C'est du reptile complet. Le canal de naissance doit se distendre de manière répétée, encore et encore, pour laisser passer ces corps déjà solides. Ce n'est pas une seule épreuve, c'est une succession, une série de contractions prolongées, un effort musculaire continu, une perte énergétique massive. Et contrairement à la hyène, il n'y a pas un seul passage risqué, il y en a plusieurs. La brutalité ici n'est pas explosive, elle est cumulative. À la fin du processus, la femelle est visiblement épuisée. Mais voici le paradoxe. Les petits sont immédiatement autonomes. Quelques minutes après la naissance, ils marchent, ils explorent, ils sont capables de se défendre partiellement. La nature a choisi une stratégie claire. Moins de vulnérabilité postnatale, mais un coût physique énorme pour la mère. Investissement maximal, récupération lente, et pendant qu'elle récupère, elle doit toujours survivre. Chez le 5 à langue bleue, l'accouchement n'est pas spectaculaire, il est silencieux. Mais biologiquement, c'est une démonstration de résistance extrême. Et pourtant, nous n'avons pas encore parlé de hauteur, parce que dans quelques instants, nous allons observer une naissance où la première seconde de vie est une chute libre. Imaginez naître et que votre première expérience du monde soit une chute de plus d'1,50 m. Pas une métaphore, une chute réelle. Voici la girafe, l'un des animaux les plus majestueux de la savane. Silencieuse, élégante, presque irréelle. Mais son accouchement est tout sauf délicat. Contrairement à la majorité des mammifères, la girafe ne peut pas s'allonger facilement pour mettre bas. Son anatomie, sa hauteur, sa vulnérabilité aux prédateurs rendent cette position risquée. Elle accouche debout. Et cela change tout. Le petit commence à sortir à près de 2 mètres du sol. Les pattes apparaissent d'abord, puis la tête, puis le reste du corps glisse lentement sous l'effet des contractions. Le processus peut durer des heures. Et pendant tout ce temps, la mère est exposée. Aucune protection naturelle, aucun abri garanti, aucune possibilité de fuite rapide. Les contractions sont puissantes. Le canal de naissance doit s'adapter à un corps déjà immense. Car un girafon ne naît pas fragile et minuscule. Il pèse environ 50 à 70 kg. Ses jambes sont longues. Son cou est déjà impressionnant. Son corps est allongé, peu compact. Tout cela doit passer. L'effort est prolongé, musculairement exigeant, énergétiquement coûteux. Et puis vient le moment brutal. La gravité prend le relais. Le nouveau-né chute au sol. Un impact sec, direct, inévitable. Étonnamment, cette chute fait partie du mécanisme naturel. Elle aide à rompre le cordon ombilical, elle stimule la respiration, elle active la circulation. Mais cela ne rend pas la scène moins spectaculaire. En quelques secondes, le girafon doit absorber le choc de la naissance, littéralement. Et le temps est compté. Dans la savane, rester immobile est une invitation au danger. Le petit doit tenter de se lever en moins d'1 heure. Ses longues jambes, encore instables, tremblent. Il chute. Il réessaie. Pendant ce temps, la mère, encore épuisée par l'accouchement, doit surveiller les alentours. Elle n'a pas le luxe de récupérer. Chez la girafe, la naissance n'est pas seulement un défi physiologique, c'est une course immédiate contre le temps. Donner la vie en restant debout, accueillir son petit en le voyant tomber.
c'est une stratégie dictée par la survie. Mais si vous pensez que porter 70 kg pendant quelques heures est impressionnant, attendez de découvrir un animal qui porte son petit pendant presque 2 ans. Si la girafe transforme la naissance en chute libre, l'éléphant transforme la gestation en marathon biologique. Voici l'éléphant d'Afrique. Massif, puissant, intelligent. Mais derrière cette force apparente se cache l'une des gestations les plus longues et les plus exigeantes du monde animal terrestre. Environ 22 mois, presque 2 ans. Aucun autre mammifère terrestre ne porte son petit aussi longtemps. Et ce n'est pas un détail anodin. Pendant ces 22 mois, le corps de la femelle travaille sans relâche. Le fœtus grandit lentement, développant un cerveau extrêmement complexe, des connexions neuronales avancées, une mémoire précoce, une capacité d'apprentissage déjà en formation. La nature prend son temps. Mais ce temps a un coût. À mesure que le petit grandit, son poids devient considérable. À la naissance, un éléphanteau peut peser entre 90 et 120 kg. Imaginez soutenir un tel poids à l'intérieur de votre propre corps. Les articulations sont sous pression constante, les muscles doivent compenser, les organes sont comprimés, la dépense énergétique augmente. Se déplacer devient plus difficile, la chaleur corporelle est plus intense, la fatigue s'installe. Et pourtant, la femelle continue de marcher des kilomètres chaque jour, cherchant eau et nourriture pour soutenir cette grossesse monumentale. Puis vient le moment de l'accouchement. Contrairement à la girafe, il n'y a pas de chute spectaculaire. Mais il y a un passage colossal. La tête est large, le corps est dense, les membres sont puissants. Les contractions sont longues, profondes, exigeantes. Le processus peut durer plusieurs heures. Mais ce qui rend cette naissance unique, ce n'est pas seulement la difficulté physique, c'est le contexte social. Chez les éléphants, une femelle n'accouche presque jamais seule. Autour d'elle se forme un cercle de protection. Des tantes, des sœurs, des femelles expérimentées. Une véritable équipe d'assistance. Elles éloignent les prédateurs, elles soutiennent la mère, elles aident le petit à se relever. Parce que oui, malgré ses 100 kilos, l'éléphanteau n'est vulnérable. Sa coordination est limitée, sa vision est imparfaite, son contrôle moteur est instable. Il doit apprendre à utiliser sa trompe, apprendre à marcher correctement, apprendre à suivre le troupeau. Après presque 2 ans d'attente, le travail ne fait que commencer. Chez l'éléphant, la naissance n'est pas brutale par violence, elle est monumentale par endurance. C'est la patience incarnée. Un investissement colossal dans un seul individu avec une espérance de vie qui peut dépasser 60 ans. La nature ici ne mise pas sur la quantité, elle mise sur l'intelligence, la mémoire, la transmission. Mais si vous pensez que cette stratégie est extrême, attendez de découvrir un animal qui choisit l'exact opposé. Une gestation ultra courte, des dizaines de petits et une compétition mortelle dès la première minute. Après 2 ans de gestation chez l'éléphant, après des chutes libres chez la girafe, après des proportions absurdes chez le kiwi, voici le contraire absolu. Voici la brutalité condensée. Le diable de Tasmanie. Un marsupial compact, puissant pour sa taille, connu pour ses cris inquiétants et sa mâchoire redoutable. Mais ce n'est pas sa morsure qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa naissance. La gestation dure à peine 21 jours, 3 semaines. Comparé aux 22 mois de l'éléphant, cela semble presque insignifiant. Mais c'est précisément là que réside l'extrême. Les petits naissent prématurés, minuscules, à peine de la taille d'un grain de riz, aveugles, sans poils, inachevés. Et pourtant, la véritable épreuve commence à cet instant précis. Car contrairement aux mammifères placentaires, les marsupiaux doivent compléter leur développement dans la poche maternelle. Et voici le problème. Une femelle diable de Tasmanie peut donner naissance à 20, parfois 30 petits. Mais elle ne possède que 4 tétines fonctionnelles. 4. Cela signifie que la majorité ne survivra pas. Dès leur sortie du canal de naissance, les petits doivent grimper seuls le long du pelage de leur mère pour atteindre la poche. Il n'y a pas d'aide, pas de guidage,
Pas de seconde chance. C'est une ascension aveugle vers la survie. Une course biologique. Les premiers à atteindre une tétine s'y fixent solidement, et une fois attachés, ils y resteront pendant des mois. Les autres, ils tombent, et ils meurent. La sélection naturelle n'attend pas des années, elle agit en quelques minutes. Pour la mère, le processus est également exigeant. Produire autant d'embryons simultanément demande une dépense énergétique intense. Son corps déclenche une stratégie de surproduction, sachant que seule une minorité survivra. C'est un pari évolutif. Investir peu dans chaque embryon, mais permettre à la compétition de choisir les plus viables. Contrairement à l'éléphant, qui mise tout sur un seul petit, le diable de Tasmanie mise sur l'épreuve. Naître ne garantit rien. Chez lui, donner la vie signifie accepter que la plupart ne la garderont pas. C'est brutal, mais efficace. Parce que les survivants sont forts, résilients, accrochés à la vie dès la première minute. Et c'est peut-être la leçon la plus troublante de toute cette liste. Dans le règne animal, la naissance n'est pas un moment universellement doux. Parfois, c'est une chute. Parfois, une déchirure. Parfois, une attente interminable. Parfois, une compétition mortelle. Mais dans chaque cas, une chose reste constante. La vie trouve un chemin. Pas toujours confortable, pas toujours juste, mais terriblement efficace. Si cette plongée dans le côté le plus brut de la nature vous a surpris, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune exploration de ce monde fascinant. Dites-moi en commentaire, quel accouchement vous a le plus choqué ?